Protéger les espèces et les ressources, les conserver est l'un des défis de la profession. C'est même un défi qui concerne tout le monde, au-delà des herboristes. Pour aborder ce sujet et savoir comment agir face à une demande croissante en matière végétale, je vais laisser la parole à Jocelyne Cambé-Cédès. Auparavant, elle a exercé dans le domaine de la recherche en amélioration des plantes et dans l'enseignement. Aujourd'hui, elle coordonne les activités de conservation et restauration de la flore sauvage et des habitats naturels au sein du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, en relation avec l'Association française des professionnels de la cueillette et plantes sauvages, qui se pose la question des modalités de cueillette et les met en perspective avec les aspects botaniques et écologiques des plantes cueillies. Elle a traversé l'ouest de la France du sud au nord pour venir nous éclairer sur ce thème aujourd'hui. Jocelyne Cambé-Cédès. Bonjour à tous. En premier lieu, donc, je voulais excuser ma collègue Raphaël Garetta qui devait faire la présentation avec moi. C'est une présentation qui devait être faite à 2 voix. Je suis chargée au Conservatoire botanique des activités du pôle conservation et elle est ethnologue et donc a une approche différente qu'on développe depuis quelques années au Conservatoire botanique. Alors elle m'a confié 2 pages, je vais essayer de me référer à ces pages-là pour la première partie de ma présentation qui concerne ce qu'elle souhaitait vous faire passer comme message, ce qu'elle souhaitait vous dire. Et cette présentation, finalement, arrive à point pour faire le lien avec la remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'implication des naturalistes et du monde de l'environnement. On va essayer d'y voir un peu plus clair, même si effectivement cette question-là se pose assez en amont du travail de l'herboriste et on se positionne plus sur les questions de cueillette, de récolte de matériel végétal sur le terrain. Je travaille au Conservatoire botanique ainsi que Raphaël et nous faisons partie d'un réseau de conservatoires botaniques agréés par le ministère de l'écologie qui est développé sur la France métropolitaine mais également à La Réunion, aux Antilles, un projet en Guyane et qui a pour mission de travailler sur la connaissance et la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels. Alors nous avons la particularité en Midi-Pyrénées d'avoir une mission d'ethnologie pour étudier les relations entre les hommes et les plantes. Et cette mission-là se focalise depuis quelques années sur les questions de cueillette de plantes sauvages dans les milieux naturels. On le constate tous ces dernières années, il y a un véritable engouement pour les produits naturels dans différents domaines. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est que toutes ces plantes sauvages qui sont utilisées pour l'herboristerie, la pharmacie, la cosmétique de plus en plus, sont issues encore du milieu naturel et pas seulement de culture. Et donc cette activité de récolte intervient très souvent dans les milieux naturels. Pour des raisons, entre autres, d'instabilité politique, de besoin de traçabilité également, de coûts de production, les industriels déploient de plus en plus leur activité d'approvisionnement en Europe, et c'est le cas pour la France en particulier dans les territoires de montagne. Parallèlement, les enjeux économiques, politiques et écologiques de ce début du XXIe siècle ont conduit à des transformations des représentations de la nature. Ainsi, à l'échelle des débats internationaux, la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée en 1992 préconise l'exploitation durable des ressources naturelles comme moyen de promouvoir la conservation de la biodiversité. C'est dans ce contexte général et dans la mesure où la cueillette mobilise certains savoirs et savoir-faire ayant une implication directe sur les ressources naturelles que les ethnologues du Conservatoire botanique se sont intéressés depuis le 2009 aux pratiques de cueillette commerciale. Ce domaine, jusqu'à présent, n'a été que très peu étudié et depuis 2009, donc, le Conservatoire botanique a dressé la liste des plantes cueillies sur son territoire d'agrément et a étudié en particulier certaines plantes, l'arnica, le genépi, la vulnéraire des chartreux, le thé d'Aubrac, la gentiane et plus récemment la rhodiola rosea.
Nous travaillons sur ces programmes-là en relation étroite avec l'Association française des professionnels de la cueillette, pour lesquels nous avons des activités liées à quelques espèces. Nous travaillons sur quelques espèces et nous les accompagnons également dans le cadre d'un programme qui s'appelle Flores, qui est piloté par l'Université de Lausanne et qui a pour objectif d'accompagner l'émergence de cette association que vous connaissez ou que vous avez rencontrée ces jours-ci, en tout cas, et de les conduire à établir une charte et un guide de bonne pratique de la cueillette. Les cueillettes commerciales connaissent actuellement une période de mutation. Cette pratique a été longtemps jugée comme une pratique de pauvres, un peu comme l'ancien droit de glanage. C'était une activité complémentaire, disons, à une activité principale agricole. Et depuis les années 70, cette activité a progressivement changé de main et les agriculteurs éleveurs ont cédé la place à d'autres types d'acteurs, des néo-ruraux qui investissent l'espace rural en déprise pour y développer une activité locale, ou des jeunes qui souhaitent rester au pays et investir ce type d'activité. Mais aussi, on rencontre d'autres types d'intervenants, comme des gens du voyage maintenant, ou de la main-d'œuvre étrangère. Donc aujourd'hui, on assiste à une véritable professionnalisation du métier de la cueillette qui attire chaque année de plus en plus de personnes désireuses de s'installer, quand dans le même temps, l'offre de formation est en plein essor. Car parallèlement à l'apprentissage autodidacte par imprégnation sur le terrain, se développent de plus en plus des formations au métier de cueilleur dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. Pour autant, il n'existe pas en France aujourd'hui de statut social, juridique, spécifique pour l'activité de cueillette. Les plantes, quant à elles, ont intégré des circuits de production et de valorisation locaux, tout en continuant à approvisionner diverses industries, souvent à fort développement. Ces menus produits tels que l'ONF, l'Office national des forêts, nomme les produits forestiers non ligneux, ne sont plus ces produits marginaux liés à des démarches opportunistes. Ils sont une véritable ressource dont le nom a évolué au fil du temps, de ressources végétales spontanées, ressources naturelles, matières premières issues du sauvage. Ces fruits de la cueillette ont changé de nom, d'identité et de statut. Actuellement, les volumes et la diversité des plantes recherchées est sans précédent. On est sur une trajectoire de croissance. Et tout cela n'est pas sans incidence sur les cueillettes elles-mêmes et les enjeux environnementaux dont elles sont désormais porteuses. Alors j'aurais dû passer la diapo plus tôt, on a quelques informations complémentaires sur le métier, sur l'AFC, le projet Flores dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure, et qui est en cours, qui devrait se terminer à la fin de l'année, et grâce auquel on a pu accompagner l'Association française des cueilleurs au travers de 3 ateliers techniques, dont le dernier qui s'est déroulé à Bagnères sur le sujet de la cueillette et de la gestion de la biodiversité, en rassemblant différents acteurs de la cueillette, mais aussi des gestionnaires de milieux naturels et des naturalistes. Alors, en ce qui concerne la réglementation relative à la cueillette, alors on a eu déjà beaucoup de questions sur la réglementation. Là, on n'est pas sur le même type, on est largement en amont, décidément. Pas de chance sur mes diapos. Merci. Donc, sur la protection des espèces dans le milieu naturel, on a 2 types d'articles dans les codes de l'environnement. Dans le code de l'environnement, l'article L411-1 du code de l'environnement qui définit un régime de protection avec des listes d'espèces associées et qui sont annexées à
à l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 qui a été modifié à plusieurs reprises depuis. Deux types d'annexes. Donc une annexe qui définit les espèces pour lesquelles s'applique une protection stricte, c'est-à-dire que ces plantes sont interdites de ramassage, de cueillette, d'arrachage, de vente, de transport, etc. Et puis une deuxième liste, l'annexe 2, pour déterminer une liste d'espèces qui sont soumises à autorisation ministérielle. Donc ces plantes peuvent être récoltées dans la nature à condition d'obtenir une autorisation ministérielle. Un deuxième régime que connaissent bien les cueilleurs également, qui est un régime d'autorisation qui date de 1989 et qui définit une liste qu'on appelle une liste de cadrage, c'est-à-dire que dans cette liste pour lesquelles les récoltes, les cueillettes sont autorisées, sauf indication contraire, les préfets dans les départements peuvent prendre un arrêté préfectoral d'interdiction ou de régulation du ramassage ou de la cueillette. Donc, tant qu'il n'y a pas d'arrêté préfectoral, on peut. Et à partir du moment où il y a un arrêté préfectoral qui détermine un territoire où la récolte est interdite, on ne peut plus. Actuellement, le ministère est en train de réfléchir, mène une réflexion à laquelle d'ailleurs sont associés les cueilleurs et le conservatoire botanique dans des phases de consultation, sur un nouveau régime qui serait un régime de déclaration-autorisation pour un nombre très limité d'espèces, a priori des espèces à fort enjeu économique. Ce régime donc, serait un régime d'autorisation individuelle qui permettrait ainsi d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe dans la nature pour ces espèces qui sont largement cueillies. Je pense par exemple à la gentiane jaune, qui pourrait être une de ces espèces appartenant à ce nouveau régime et qui permettrait de centraliser l'information sur ce qui se passe réellement sur le terrain et comment réguler les activités de cueillette au niveau d'un massif, non plus d'un ensemble de communes ou d'un département, mais d'un massif, d'une zone biogéographique par exemple. Donc ça, c'est en cours de réflexion. Comme on l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, la période n'est pas favorable à la mise en place de nouvelles réglementations. Donc on est un peu dans le flou, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et on est en attente d'un prochain gouvernement. Alors c'est dans le cadre de ces travaux sur la cueillette que nous avons commencé à collaborer avec l'Association française des cueilleurs pour mettre un peu en relation les différentes perceptions que nous avons des populations de plantes sauvages susceptibles d'être cueillies. Alors pour un conservatoire botanique dont le rôle est de préserver les populations d'espèces rares et menacées, il s'agit de préserver en fait les capacités d'évolution. Alors on n'est pas favorable, sauf cas extrême, pour des plantes très rares, ce qui n'est pas le cas de la très très grande majorité des plantes qui sont cueillies pour l'herboristerie ou la pharmacie ou la cosmétique. Mais pour certains cas très rares, on n'est pas favorable à la mise sous cloche. Notre travail consiste à envisager une préservation dynamique des populations et le maintien de leur capacité de reproduction et d'évolution pour faire face aux évolutions elles-mêmes du climat, de l'activité, etc. et aux changements, ce qu'on appelle des changements globaux maintenant. À côté de ça, l'Association française des cueilleurs s'intéresse aux populations de plantes en tant que ressources végétales et a la même finalement préoccupation que nous, qui est de gérer ces populations de plantes de façon à ne pas épuiser en quelques années la ressource sur laquelle ils appuient leur activité professionnelle. Donc on est tous avec le même objectif qui est celui de la préservation à long terme des populations de plantes qui sont des ressources végétales pour les cueilleurs. Alors, en quelques mots quand même, je vais dire quelques mots du travail des botanistes et en quoi cette collaboration avec les cueilleurs professionnels est pour nous un atout important.
Alors, le botaniste, sa mission est de connaître les localités de plantes, en particulier les plantes rares, mais pas seulement, et d'établir des couples d'informations qui sont, il y a telle plante à tel endroit, telle plante à tel endroit, etc. Donc on récupère comme ça des listes de plantes qu'établit le botaniste sur le terrain. Vous avez un exemple de formulaire qui est placé. Donc il se rend dans un habitat intéressant ou en montagne ici en particulier, et à un point donné, à un endroit donné, il inventorie toutes les plantes qu'il voit présentes. Ces informations sont ensuite saisies en base de données et géolocalisées sur des cartes au 25 millième pour enrichir une base de données qui présente ces couples d'informations, telle plante à tel endroit. Ces informations sont saisies au niveau localisé, elles sont restituées, enfin, elles sont remontées au niveau du site de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, qui s'appelle SIFLOR, par tous les conservatoires botaniques de France, donc qui mutualisent leurs informations, qui peuvent être ainsi restituées, accessibles à tous, au grand public, sous forme de cartes. Alors ici, des cartes... Un premier niveau d'information, c'est une carte maillée avec des mailles qui font 10 km sur 10, ce n'est pas d'une grande précision. Des informations qui peuvent être également proposées au niveau communal. Donc en recherchant une espèce, vous avez ainsi la possibilité de voir sa répartition au niveau national, soit sur des mailles, soit à un niveau plus précis au niveau communal. Des informations également sur l'abondance ou l'abondance des données, parce que lorsque le botaniste est sur le terrain, il ne note que rarement les effectifs de population. Donc qu'il rencontre pour une espèce une plante ou 100 plantes ou 1000 plantes, il ne va pas forcément noter cette information, à moins d'être en présence d'une plante protégée par la réglementation, comme on a vu tout à l'heure, ou d'une plante très rare. Donc cette information sur les effectifs de population n'est pas forcément disponible, alors qu'elle est d'un grand intérêt pour les cueilleurs. Se focaliser sur une commune permet d'obtenir également un peu plus d'informations sur les dates, sur les nombres d'observations, etc. Le système d'information géographique permet d'identifier si les communes se trouvent dans des aires protégées, dans un parc national, dans une réserve, etc. et apporte ainsi un premier niveau d'information sur le statut réglementaire que peut avoir l'espace dans lequel on se trouve. Je crois que c'est à peu près la même chose. Alors, en plus des questions de réglementation, de protection, il existe également une méthodologie d'évaluation des risques de disparition des espèces qui est développée par l'Union internationale de conservation de la nature, que vous connaissez peut-être, et qui se traduit par la production de listes rouges, de livres rouges, de listes rouges d'espèces menacées. Alors ces listes rouges, elles sont d'ailleurs au niveau européen, ou bien au niveau français, ou bien au niveau régional. Dans chaque région de France, il y a une liste rouge des plantes menacées qui est éditée. Certaines sont en cours de construction. Je ne saurais pas vous dire si partout en France, dans toutes les régions, la liste rouge a été produite, mais c'était une volonté forte du ministère les dernières années qui a confié aux conservatoires botaniques nationaux la mission de travailler sur l'élaboration de ces listes rouges avec l'UICN et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc ces listes rouges, ça consiste à évaluer pour chaque espèce en fait, quelle est sa répartition actuelle, quelle est son évolution dans les années passées. Est-ce que ce sont des plantes qui ont subi des déclins, Est-ce que la population est en déclin ou est-ce qu'elle est stable?
Et cette évaluation permet ainsi d'identifier les plantes qui sont en danger critique de disparition, en danger ou vulnérables, qui sont les 3 catégories que l'on identifie comme étant des espèces menacées. Donc, le travail des conservatoires botaniques est très axé sur la préservation des espèces les plus menacées, donc ces espèces qui sont dans des catégories de menaces en liste rouge. Alors, ce sont des catégories qui ne sont pas figées, hein, ad vitam aeternam, évidemment. Tout ça, ça évolue. Ça évolue parfois vers un déclin, mais parfois aussi vers une augmentation de la connaissance de la répartition des espèces. On est loin de tout savoir. Les botanistes n'ont pas sillonné le territoire centimètre par centimètre, et donc les découvertes sont constantes. Et l'actualisation de la connaissance est un mécanisme qui est perpétuel. Donc, cette évaluation, elle est basée sur 5 critères, hein, que sont le déclin de la population, la répartition géographique. Est-ce qu'on est face à une petite population en déclin, une très petite population? Et on a également un critère qui est plus prospectif, hein, qui s'intéresse à l'avenir et à ce que risquent de devenir ces populations. Alors, pour juger de tout ça, pour essayer d'avoir une méthode la plus objective possible qui permette de définir ces catégories, on a besoin d'éléments sur les effectifs, sur les localités, sur l'évolution passée et future. Et cette connaissance, elle vient des bases de données, bien sûr, de toute cette information rassemblée dans les bases de données, mais elle vient aussi d'un ensemble d'experts qui apportent leur connaissance du terrain à cette analyse-là. Et donc, on est toujours en demande, disons, de cette connaissance de terrain qui est, pour partie, en la possession des cueilleurs qui sont présents sur le terrain et qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien les populations sur lesquelles ils travaillent et qui ont, comme nous, intérêt à ce que ces populations se maintiennent, qui peuvent apporter leur pierre à cette méthodologie et à cette discussion pour placer au mieux les espèces dans les catégories qui les concernent. Alors ça peut être signaler un risque, signaler une menace, ça peut être aussi enrichir cette connaissance qui fait qu'une espèce qui peut être à un moment donné considérée comme vulnérable ou peut-être en danger, eh bien vu le gain de connaissance qu'on peut avoir, peut passer dans une autre catégorie où elle est dédouanée des menaces et où elle devient moins soumise, disons, à une vigilance particulière en raison de ce qu'on a identifié. Alors, le travail des conservatoires botaniques, là je suis aujourd'hui avec vous, et on travaille sur la cueillette depuis quelques années, mais il faut bien se rendre compte que le travail des conservatoires botaniques n'est pas est lié beaucoup plus à d'autres activités qu'à celles de la cueillette, et que les menaces que l'on identifie sont très largement dues à d'autres facteurs, à bien d'autres facteurs, qui sont en particulier l'urbanisation, les développements d'infrastructures qui impactent énormément la nature, parce que la nature et la biodiversité, même d'intérêt, n'est pas que dans les espaces protégés, dans les montagnes ou dans des réserves. On a une biodiversité qui est encore extrêmement riche, qui se trouve parfois aux abords des villes, aux abords des villages, et qui est extrêmement menacée. Donc notre mission, elle intervient beaucoup au niveau de la discussion. Intervenir en amont des menaces, c'est ce qui fait ce qui permet d'avoir des chances de réussite beaucoup plus grandes, plutôt que d'arriver au moment où le chantier est en cours et où on fait une demande
de changement. Alors, les outils que l'on a, hein, ce sont des outils donc, de diffusion de l'information en amont, d'alerte, de façon à obtenir que les enjeux floristiques, hein, les populations d'espèces rares, protégées ou autres, soient évités le plus possible au moment des travaux, mais la réglementation prévoit également des dispositifs des dispositifs qui permettent parfois de transplanter des espèces ou bien de compenser des destructions par des moyens financiers, des moyens de mise en gestion d'autres populations. Alors il y a une réglementation de protection, mais il y a un régime de dérogation qui est possible et qui est systématiquement demandé par les promoteurs lorsqu'ils se trouvent face à des populations de plantes protégées pour implanter malgré tout leurs projets. Les chargés de conservation ont beaucoup de travail. Et c'était très compliqué à gérer dans ces contextes-là où l'économie est souvent beaucoup plus forte que la protection de la nature. Et parfois, on a l'assistance, évidemment, des services de l'État qui interviennent quand même pour faire respecter la réglementation et qui peuvent se mobiliser à la demande des conservatoires, mais aussi des associations de protection de la nature, bien sûr, pour intervenir sur le terrain. Alors, une façon de travailler sur ces questions de conservation, pour nous, qui est beaucoup plus gratifiante et efficace, c'est d'élaborer ce qu'on appelle des plans d'action, hein, qui permettent de se focaliser sur une thématique ou une espèce ou un groupe d'espèces et de faire ainsi le tour de la problématique autour de cette espèce et de rassembler autour de la table tout un ensemble d'acteurs qui sont concernés par la préservation. Donc en Midi-Pyrénées, nous travaillons en particulier sur l'astère des Pyrénées, par exemple, qui est une plante de haute montagne, d'endroits escarpés et difficile d'accès. On travaille également sur l'animation d'un plan national qui concerne les plantes messicoles, les plantes des moissons. Les plantes sauvages des moissons qui sont aujourd'hui extrêmement menacées, et ce qui nous permet d'avoir une démarche qui associe non seulement les botanistes, les naturalistes qui se préoccupent de ces aspects de conservation, mais également les instances agricoles, le ministère de l'Agriculture, etc., qui est fortement concerné par la conservation de ces espèces. Alors pour revenir à la question des cueillettes, pour le cueilleur, la population de plantes, c'est une ressource qu'il va utiliser de différentes manières. La notion de population, pour nous, elle concerne l'ensemble de la plante. Pour le cueilleur, la ressource, ça peut être la plante entière, mais ça peut être aussi un fragment de plante, ça peut être les feuilles, ça peut être les fleurs, ça peut être différentes parties de la plante. Et la pratique qu'il va avoir et la partie de plante qu'il va prélever a un effet finalement différent selon la biologie de l'espèce et selon sa capacité de reproduction qui nous importe à tous de préserver finalement. Donc c'est notre pratique de cueillette et puis biologie de l'espèce que l'on souhaite développer avec les cueilleurs sur lesquels on souhaite travailler parce que c'est un élément, un facteur clé finalement de la préservation des espèces. Par exemple, lorsqu'on considère une plante annuelle, la récolte des... Bon, alors je vais revenir sur des choses très basiques, hein, vous m'en excuserez, mais la récolte des fleurs, par exemple, sur une plante annuelle, empêche la fructification. Donc pas de fructification, pas de graines, pas de reproduction. Le cycle de la vie de la plante s'arrête. Lorsqu'on est sur une plante vivace, le cycle de vie est différent. Lorsqu'on prélève la fleur, la plante reste vivante dans ses parties souterraines, donc elle est apte
à repartir l'année suivante, hein, à condition d'avoir pu accumuler des réserves pour enrichir ces parties souterraines. Par contre, lorsqu'on prélève la plante entière, bien là, on casse le cycle de vie de la plante. Donc la partie que l'on récolte va avoir une influence décisive, évidemment, sur la survie de la plante au sein de la population. Alors là, c'est une plante. Il faut voir que ce geste, il se reproduit sur l'ensemble d'une population de plantes. Alors, l'effectif de la population est un facteur très important, puisque le prélèvement qu'on va pouvoir faire sur une population va avoir plus ou moins d'impact en fonction de l'effectif de l'espèce. Alors, ce que les botanistes relèvent sur le terrain, comme je vous disais, c'est la présence de l'espèce, mais c'est rarement l'effectif. Donc cette information sur l'effectif, elle est détenue souvent par d'autres et par les cueilleurs qui vont sur le terrain. C'est une connaissance qu'ils ont acquise au cours du temps, parce qu'ils connaissent ces terrains-là, ils connaissent leur population ressources. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse de transférer, finalement. On est intéressé par cette information que détiennent les cueilleurs. Ce qu'ont montré les différentes recherches depuis fort longtemps sur la préservation des populations de plantes, c'est que pour qu'une population soit viable, il faut d'une part qu'elle se trouve dans un environnement favorable, hein, que son milieu soit maintenu, soit préservé. Il faut que cette population comporte un nombre suffisant d'individus. Il faut que cette population présente un certain niveau de diversité génétique et qu'elle puisse recevoir des gènes d'autres populations. Les échanges sont également des facteurs très importants. Alors chez les plantes, hein, je vous révèle rien en vous disant ça, hein, il y a autant de diversité génétique chez les plantes, même si elle n'est pas forcément très visible. Hein, cette diversité, on la perçoit très bien dans des populations humaines, évidemment. Dans des populations animales, on arrive encore. Chez les plantes, on se rend parfois beaucoup plus difficilement compte de la diversité qu'il y a cachée derrière des individus qui nous paraissent à première vue un peu tous identiques, mais cette diversité, elle prend forme d'une autre manière. Elle prend forme sous par exemple, des questions d'attraction de pollinisateurs. Une plante va attirer plus les pollinisateurs qu'une autre, une va résister mieux au froid qu'une autre, ou mieux à une maladie qui émerge qu'une autre. Donc c'est cette diversité que l'on trouve au sein d'une population qui va permettre à la plante d'affronter des aléas que peuvent être une maladie, que peut être un gel tardif ou un gel excessif en hiver. Et c'est cette diversité qui va lui permettre finalement de se maintenir et d'évoluer dans le temps, évidemment. Donc la préservation des habitats, hein, la plante doit se trouver dans un environnement favorable, donc c'est une préoccupation également des cueilleurs, on l'a très bien perçu, hein, le maintien des milieux dans lesquels poussent les espèces sur lesquelles ils s'appuient pour leur activité commerciale est une préoccupation importante. Dans certains cas, on est dans des habitats sensibles, donc c'est quelque chose qu'il faut appréhender particulièrement bien pour ne pas dégrader l'habitat au moment d'une récolte et le préserver pour les années futures. Alors on va fleurir un petit peu sur les questions de population comporte un nombre suffisant d'individus. Alors pourquoi est-ce que une population doit comporter un nombre suffisant d'individus en fait? On a fait le constat que lorsqu'une population s'affaiblit d'un point de vue démographique, hein, que les effectifs sont en très forte chute pour arriver à des nombres d'individus très faibles, eh bien, irrémédiablement, cette population disparaît. Alors pourquoi ?
on identifie comme principaux facteurs le fait qu'une population de plantes est dépendante, pour la plupart, celles qui sont fécondées par des insectes et dont la reproduction dépend des pollinisateurs. On se rend compte qu'une population dense attire bien les pollinisateurs, alors qu'une population avec un nombre restreint d'individus a beaucoup plus de difficultés à attirer des pollinisateurs qui ne voient pas ou qui ne restent pas, en tout cas, qui vont butiner un petit peu puis partir pour retrouver ce qu'on appelle l'effet halo. Donc ces espèces qui sont dépendantes des pollinisateurs, si elles ne reçoivent pas effectivement la visite suffisante des pollinisateurs, les graines ne vont pas se former et la reproduction ne pourra pas se faire correctement. Un autre facteur qui intervient, ce sont des facteurs liés aux menaces génétiques par dérive ou par consanguinité. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on est face à une petite population avec peu de diversité génétique, au fil des générations, cette diversité va encore s'appauvrir et au final, on se retrouve avec des individus qui sont trop identiques finalement, qui présentent tous les mêmes faiblesses et qui sont incapables de faire face aux aléas climatiques parce que justement, ils ont perdu cette diversité qui leur permettait de réagir, entre guillemets. Donc pour l'activité de cueillette, il faut avoir en tête ces éléments-là de façon à ne pas se dire je laisse 4 plantes, ça suffira. Voilà. Laisser 4 plantes, ça ne suffit pas. Il faut limiter la cueillette de façon à ce que la population puisse se régénérer dans les années à venir. Alors on peut être aussi face à des plantes qui ont des développements clonaux, c'est-à-dire qu'elles s'étalent et elles présentent l'aspect d'un ensemble. On ne distingue pas ces différents clones, ces différents poules génétiques. Par contre, lorsqu'on prélève sur ces espèces-là, il faut prendre garde à ne pas laisser juste un petit groupe d'individus qui peuvent se trouver être des individus clonaux, donc là encore avec une uniformité génétique qui ne leur permettra pas de se maintenir à long terme. Alors on a évoqué, alors je sais que vous en avez parlé hier et on en a parlé un petit peu ce matin aussi, de la Rhodiola rosea, alors qui est un cas un peu particulier par sa biologie puisque c'est une espèce dioïque, qu'on appelle dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des individus mâles et des individus femelles qui sont différents, qui s'identifient au moment de la floraison uniquement. Et donc, là aussi, il est important d'avoir en tête ce phénomène-là, puisqu'une récolte même qui peut avoir, enfin un récolteur qui peut avoir à l'esprit de laisser suffisamment d'individus, peut avoir la malchance finalement de prélever tous les mâles ou de prélever toutes les femelles. Et dans ce cas-là, la population ne pourra plus se reproduire par manque de combattants. Donc, je termine avec ça. Donc, ce sont tous ces éléments qui nous incitent à travailler avec le cueilleur pour aller vers des plans de gestion durable de la ressource, en prenant en compte les populations, leur répartition, mais aussi d'autres éléments que l'on peut rassembler grâce à une collaboration plus étroite entre les naturalistes, les botanistes et les cueilleurs, sur les habitats, sur les effectifs des populations, sur la biologie des espèces, de façon à mieux établir des guides de bonnes pratiques qui prennent en compte l'ensemble de ces éléments qui font partie de la connaissance acquise par les uns et les autres.
Alors pour ces plans de gestion, il est important de mettre en place des suivis, en fait, des suivis sur le terrain pour évaluer l'impact exact des activités de cueillette. Alors c'est ce qu'on a commencé à faire dans les Pyrénées, avec en particulier un programme Interreg, en collaboration avec des Espagnols et des Portugais, où on travaille sur la gentiane jaune et Rhodiola rosea pour essayer d'identifier précisément, sans avoir de démarche dogmatique ou préconçue sur l'effet de la cueillette. On cherche à voir réellement ce que peut avoir comme influence le prélèvement de plantes dans le milieu naturel sur la reproduction des espèces et leur capacité de se maintenir à long terme. Alors ça peut paraître tout simple, on peut se dire on sait ça depuis longtemps, mais non, on ne sait pas ça depuis longtemps, on ne sait pas ça du tout même. Et on a besoin de mettre en place ces collaborations pour voir sur le terrain précisément ce que ça donne. Voilà. Bien, je vous remercie. Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué une incidence notable entre le développement de la cueillette et les populations en Midi-Pyrénées, là où vous êtes? Alors, en Midi-Pyrénées, c'est une activité qui a un développement finalement assez récent. Et on n'a pas encore constaté d'effets vraiment très importants, bien qu'il y ait eu des alertes, notamment en Ariège, dans le département de l'Ariège, avec des cueillettes de gentianes, mais ce n'est pas vraiment sur l'impact des populations, c'est plutôt dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, puisque l'activité de cueillette, elle se déroule aussi chez des propriétaires privés, et c'est plutôt ce contexte-là qui a alerté les services de l'État et qui a conduit le préfet de l'Ariège à mettre en place un arrêté d'interdiction de cueillette sur certaines communes. Mais pour l'instant, en montagne pyrénéenne, on n'a pas eu vraiment d'alerte rouge, disons, sur des questions de récolte de plantes sauvages. Merci beaucoup, Jocelyne Cambé-Céleste, d'avoir été parmi nous ce matin.